La réélection annoncée de Nicolás Maduro pour un troisième mandat de 6 ans sème le doute. Plusieurs pays remettent en cause la fiabilité du scrutin. Nicolás Maduro est-il en train de voler la victoire à l'opposition? C'est la question du grand angle. Pour en parler, Jean-Louis Martin est avec nous. Merci d'être notre invité. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste des questions économiques en Amérique latine. Alors, Nicolás Maduro revendique la victoire à plus de 51% des suffrages. Ce score a tout de suite été remis en cause par plusieurs pays d'Amérique latine. Le Costa Rica le dit sans détour, cette victoire est frauduleuse. Gabriel Boric, le président chilien, dit, lui, de son côté, que cette victoire est difficile à croire. Est-ce que c'est courant que des pays voisins soient à ce point véhéments sur l'issue, sur les résultats d'un scrutin ? Ça n'est pas très courant, mais ça n'est pas surprenant, entre autres parce que la crise vénézuélienne perturbe l'ensemble de la région. Il y a environ 2,5 millions de Vénézuéliens en Colombie, par exemple. Il y en a au Brésil, il y en a au Chili, il y en a en Équateur. Donc le reste de l'Amérique latine s'intéresse évidemment à ce qui se passe en Colombie, au Venezuela, pardon. Le désordre, il est uniquement provoqué par la migration des Vénézuéliens ? Non, mais bon, tous ces pays ont leurs propres difficultés, mais il est clair que 2 millions, dans le cas par exemple colombien, 2,5 millions de Vénézuéliens arrivaient en 2 ou 3 ans dans un pays de 50 millions d'habitants qui a une économie qui a déjà des difficultés. Le choc est assez violent. On peut imaginer l'équivalent en France en très peu de temps, en fait. Il y a des pays comme le Chili ou comme le Brésil qui appellent à une revérification impartiale. Donc, concrètement, c'est un recomptage. Est-ce que Nicolás Maduro serait susceptible d'accepter un recomptage ? Probablement pas. Quelque chose qui est intéressant, c'est que même les pays plutôt gouvernés à gauche en Amérique latine, je pense au Brésil, au Chili et à la Colombie, ont demandé ce recomptage. C'est-à-dire que personne n'y croit vraiment. Alors, pourquoi ils n'y croient pas ? Il y avait des sondages, effectivement, avant. Cela dit, des sondages au Venezuela, je ne sais pas quel est aussi le niveau de fiabilité. Mais les sondages donnaient la victoire de l'opposition très largement oui. Avec 20 points de plus. Et puis, comme vous le disiez, il est difficile de croire que dans un pays, dans l'état où est aujourd'hui le Venezuela, il y ait plus de la moitié de la population qui vote pour le régime en place. C'est ça qui est difficile à croire. Alors justement, on va revenir sur la figure de María Corina Machado. C'est elle, la véritable chef de l'opposition. Elle a été empêchée de se présenter, elle a été jugée inéligible. Et c'est donc un diplomate, Edmundo González Urrutia, qui a fait campagne au pied levé. Qui est cette María Corina Machado, qui est si emblématique en ce moment au Venezuela ? Elle n'est pas la première leader de l'opposition à avoir été écartée. En 2012, par exemple, il y avait quelqu'un qui s'appelait Enrique Capriles, dont beaucoup estiment qu'il avait gagné l'élection présidentielle, et il a été écarté, il a été condamné depuis. C'est quand même une pratique tout à fait habituelle au Venezuela, aujourd'hui, de condamner les opposants. Et ça a été le cas aussi. Elle n'a pas été condamnée, mais on lui a interdit de se présenter pour des raisons de trahison à la patrie. Alors, il y a eu aussi la précédente grosse crise politique, c'était en 2018 avec Juan Guaidó. Quelle est la différence entre l'opposition de Juan Guaidó en 2018 et cette opposition aujourd'hui ? Est-ce qu'elle ratisse plus large ? Est-ce qu'il y a une adhésion plus importante de toutes les couches de la population ? Je crois, parce que la situation s'est considérablement dégradée depuis 4 ans, depuis 6 ans même. La situation s'est dégradée économique, mais est-ce que les États-Unis qui ont renforcé leurs sanctions, ils sont aussi pour quelque chose ? Bon, ça c'est l'argument toujours répété par le pouvoir vénézuélien actuel, c'est que la crise, elle est largement due aux sanctions américaines. Bon, c'est évidemment faux. C'est-à-dire qu'il est clair que ces sanctions ont sans doute aggravé un petit peu la situation et les pénuries au Venezuela, mais la principale raison de la crise économique, c'est quand même une politique économique tout à fait invraisemblable menée par les gouvernements vénézuéliens depuis maintenant 10, peut-être même 15 ans. Donc,
Euh, les sanctions, oui. On peut estimer aussi que ces sanctions sont excessives ou injustes parce qu'il y a des tas d'autres pays tout aussi mal gérés, tout aussi dictatoriaux dans le monde qui n'ont pas de sanctions américaines. On peut juger aussi qu'elles sont contre-productives puisqu'elles donnent un argument au pouvoir vénézuélien pour justifier la crise. Elles sont pas très populaires en Amérique latine parce qu'elles montrent à la plupart des Latino-Américains que les Américains sont quand même toujours dans le deux poids, deux mesures. Mais dire que c'est la cause de la crise, c'est simplement faux. Est-ce que la posture victimaire d'un pays sous sanctions américaines, ça marche toujours auprès des électeurs? Parce qu'il est vrai que Nicolás Maduro en use beaucoup, comme précédemment avant lui. Je ne pense pas que ça marche auprès des Vénézuéliens. Je crois que les Vénézuéliens se rendent bien compte que la source de leurs difficultés, c'est une politique économique inepte. Bon, que l'hyperinflation, c'était parce que y avait un déficit public massif et qui était financé par de l'émission monétaire. Ça n'est d'ailleurs plus le cas. Enfin, il y a eu un resserrement de la politique économique, mais qui se traduit par ils sont à peu près sortis de l'inflation, mais on estime qu'ils sont toujours à entre 30 et 50% d'inflation. Et c'est vraiment la politique économique domestique qui cause cette crise. Comment le pays tient avec des chiffres invraisemblables ? Alors d'abord, les chiffres, on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle d'une économie qui s'est contractée 75%, mais en fait, on ne sait pas. Une économie qui s'écroule et une économie qui fait que les Vénézuéliens s'en vont massivement. Oui. Non, c'est sans doute le principal signe objectif, c'est la sortie de Vénézuéliens qui ne supportent plus les conditions de vie auxquelles ils sont contraints au Venezuela. Mais les chiffres, je crois que les derniers comptes publics datent de 2011. La dernière balance des paiements doit être de 2018. Enfin, ne parlons pas d'estimation du PIB. On n'a rien de sérieux en termes de chiffres. Par contre, ce qu'on voit, c'est que y a 6 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. Alors 6 millions, voire même plus, il y a des chiffres qui montent jusqu'à... Mais c'est quand même un quart de la population qui est partie du Venezuela. L'opposition a d'ailleurs fait campagne sur cette thématique de la fuite de la population. Est-ce que la reconduction de Nicolás Maduro et donc peut-être la confiscation de la victoire de l'opposition peut amener à une nouvelle crise migratoire? Est-ce que ça, c'est un scénario qui peut, auquel on peut s'attendre? Probablement, parce que je crois que la perspective de cette élection donnait quand même une espérance à une partie de la population qui attendait de voir. Il y a une attente très très grande lors de ces élections. Oui. Les Vénézuéliens vraiment ont suivi cette élection de dimanche jusqu'aux réfugiés qui étaient hors du pays et qui étaient sur les routes et qui regardaient. Et donc il y avait une attente importante. Pourquoi cette attente ? Pourquoi cette attente aujourd'hui plus qu'autrefois ? Parce que c'est la première fois où l'opposition était unie, où il semblait qu'il pouvait y avoir une chance, même si, on a vu que dès le début, ça s'est mal passé. Enfin, l'interdiction de candidature à María Corina Machado, par exemple, que ça allait être très difficile. L'opposition a trouvé une solution de repli avec la candidature de ce diplomate. Mais oui, il y avait des attentes considérables de gens dont une partie espère pouvoir revenir dans leur pays et reprendre une vie normale. Pas tous, je pense qu'il y a des gens qui resteront dans les pays où ils sont partis. Alors on dit de Maduro qu'il est un syndicaliste pas très brillant. Comment est-ce qu'il est parvenu à se maintenir au pouvoir depuis toutes ces années ? Je n'ai jamais été dans la tête de M. Chavez. Il s'est dit à l'époque que Chavez avait un petit peu plus confiance en lui parce qu'il était un peu moins voleur que beaucoup d'autres de ses adjoints politiques. Je ne sais pas honnêtement pourquoi il a été des arbitrages au sein du pouvoir. Il a été considéré peut-être aussi grâce à son passé de syndicaliste. Il était vu comme vraiment un homme du peuple. Donc il était apparu au moment où Chavez est tombé malade comme le meilleur candidat possible pour la succession. Il y a quelques pays quand même qui ont salué sa victoire, et notamment la Russie. Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine joue un rôle dans le maintien du président vénézuélien ? Marginalement, je crois. Je pense que ceux qui ont un rôle
un peu plus actif, ce sont les Cubains, qui sont sans doute très présents dans l'appareil répressif et dans la police et l'armée vénézuélienne. L'armée, justement, est-ce qu'elle joue un rôle? Cette armée, comment il tient cette armée? Comment il tient sa fidélité? Elle a bénéficié d'un certain nombre de privilèges et elle continue à bénéficier de privilèges. Je crois que Maduro s'est aperçu assez vite que c'était probablement en dernier ressort, le dernier soutien sur lequel il pouvait compter. À un moment, l'opposition a espéré que l'armée se soulèverait et on voit bien que ça n'a jamais été le cas. Enfin, il y a eu quelques mouvements dans des casernes, mais enfin qui ont été très très vite contrôlés. Et alors cette armée, il la tient avec l'argent du pétrole? On sait comment... l'argent du pétrole... Parce que pour tenir une armée, il faut quand même... Les privilèges doivent être conséquents, j'imagine. Oui, ils ont accès à des choses auxquelles le commun des Vénézuéliens n'a pas accès. Je ne pense pas que les salaires des militaires soient extraordinaires, mais ils sont un peu plus protégés quand même de la crise économique que le reste de la population. Je crois que c'est ça qui fait ça. Le régime actuel a aussi beaucoup joué sur un discours nationaliste, par exemple au sujet de cette région qui s'appelle l'Essequibo, qui est revendiquée au Suriname par le Venezuela. Je pense que c'est aussi le genre de discours qui plaît aux Vénézuéliens. Cela dit, je pense que l'armée vénézuélienne est assez faible parce qu'elle doit être très très mal équipée, parce que les promotions ont été politiques. Enfin, elle ne fait pas peur à grand monde, mais elle est quand même capable de tenir le pays. Alors, rapidement, la chef de l'opposition, elle a déclaré la victoire de son camp. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Est-ce que vous attendez à une protestation plus importante, plus vigoureuse de la rue des Vénézuéliens? Je vais retenir mon pronostic, mais il est assez probable quand même qu'il y ait des mouvements de protestation, des manifestations. Cela dit, le pouvoir a montré dans le passé qu'il ne reculait devant rien pour rester au pouvoir et maintenir ce qu'il appelle l'ordre. Je crois aussi que la population est fatiguée, c'est-à-dire cette population vénézuélienne n'a plus non plus la force de protester. Merci beaucoup Jean-Luc Martin d'avoir répondu à nos questions.